Bonjour à tous et bienvenue sur This is Our Maternity, le rendez-vous qui décomplexe la maternité, qui vous permet de déconstruire, d'apprendre, d'avancer dans votre maternité, dans votre parentalité, de créer des relations sécures avec vos enfants. Alors, on va se refaire un petit tour voilà, de présentation parce que on est arrivé à la cinquième émission. Donc moi, je suis Lucille, musicothérapeute, experte santé mentale maternelle et en relation mère-enfant. Et je suis co-animatrice de ce talk show avec Annie, qui est donc coach en estime de soi au féminin, qui nous apporte tout plein d'outils et toutes ses connaissances sur la femme, la confiance en soi et l'estime de soi, chose dont on parle finalement assez peu. Voilà, diplômée d'un diplôme universitaire en psychologie aussi, donc voilà, qui va vous apporter ses connaissances aussi tout au fil de l'émission. Et puis, on a aussi Élodie, pardon, qui est donc accompagnatrice périnatale et qui est aussi dans ses spécificités, qui a été donc soigneuse animalière et qui du coup s'est reconvertie, mais qui a énormément de compétences et de connaissances aussi à nous apporter, notamment en éthologie. Donc voilà, on s'est toutes réunies pour pouvoir parler de la maternité et puis surtout que vous puissiez faire entendre votre voix, choisir celle qui vous correspond le mieux et avancer en conscience. Voilà, prenez soin de vous, c'est, je pense, le leitmotiv de l'émission. Et donc ce soir, c'est avec un sujet qui nous a été donné par l'une d'entre vous. Et franchement, grand merci parce que c'est vraiment chouette. C'est vraiment le but de cette émission aussi. C'est la monoparentalité. Donc, comment est-ce qu'on peut s'organiser et comment est-ce qu'on peut aussi retrouver l'amour après une séparation? Comment est-ce qu'on peut faire en tant que maman solo? Merci beaucoup à celle qui a apporté ce sujet à notre connaissance. Et donc, on va essayer de discuter et d'échanger autour de ça ce soir. Je laisse la main à Annie, voilà, pour continuer le fil de cette discussion. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre émission. Alors nous abordons le sujet de la monoparentalité parce que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité, qui touche énormément de personnes, hommes comme femmes, et qui est très souvent incompris parce que on voudrait imposer certaines normes, on voudrait encore faire croire que ce n'est pas normal d'être parent solo, comme on le dit très souvent, et surtout, les parents solos ont du mal à vivre cette situation-là. Pourquoi? Parce que d'après mon expérience, déjà d'une, mais également mon expertise, il s'avère que les parents solos sont encore aujourd'hui très marginalisés. Pourquoi marginalisés? Parce que déjà, il y a l'aspect sociétal qui fait qu'un parent seul, c'est une sorte d'échec. C'est le premier aspect. Deuxièmement, il y a l'aspect financier aussi. Beaucoup de parents solos se retrouvent à devoir rembourser des dettes, par exemple pour l'emprunt d'une maison et ainsi de suite, et se retrouvent dans des difficultés financières. Mais surtout, et je pense que c'est là le point le plus important, recommencer à prendre soin de soi et accompagner son ou ses enfants, c'est la partie la plus difficile pour les parents solos, hommes comme femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes. Alors, ce sujet, il est très important parce que être parent solo, c'est devoir quelque part, lorsque l'on a les enfants avec nous, jouer deux rôles, à la fois essayer donc de pallier, entre guillemets, à l'absence du conjoint ou de la conjointe, et également savoir qui on est, quelle place on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut représenter aux yeux de son enfant, et cela demande énormément de temps. Or, la société et le fonctionnement actuel nous demandent d'aller très vite. À peine séparés, il faut que tout soit cadré. Et c'est pour cela que tant de parents solos se retrouvent isolés parce qu'ils ont l'impression d'être constamment jugés, l'impression de ne pas en faire assez, l'impression qu'ils sont nuls, utilisant les termes que j'entends très souvent lorsque je suis en consultation. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour changer ces pensées limitantes. Comprenez que vous êtes des personnes de qualité, des personnes qui ont quelque chose. Alors, je crois que Annie va se reconnecter.
Elle pourra terminer du coup sa présentation. Mais effectivement, je pense que c'est à prendre en compte, hein, que vous n'êtes pas seul ce soir et que du coup, on va pouvoir échanger, qu'il est important que vous puissiez reprendre aussi confiance en vous sur qu'est-ce que c'est qu'être parent, tout simplement, et comment prendre soin de vous un maximum. Alors, Annie, est-ce que tu es avec nous à nouveau? Oui, alors je suis de retour. Je m'excuse, c'est un petit problème de connexion Ah, ben, qui m'a c'est totalement comme coupé. ça. Pourtant, j'étais dans mon élan, donc c'est un Mais peu oui, mais énervant. c'est pas grave, c'est les aléas aussi du direct et de l'enregistrement. On le sait, depuis le confinement, on utilise énormément les médias et les différentes plateformes de streaming qui nous permettent d'enregistrer. Et oui, ça en fait partie. C'est aussi ce que vous avez vivre sur This is Our Maternity. Ce n'est pas parfait. Il faut savoir quand même que ce n'est pas forcément notre métier à la base, mais que du coup, on fait notre maximum pour que les choses puissent se faire sans heurts. Mais voilà. Après, le dieu Internet n'est pas forcément voilà, toujours clément et c'est comme ça. Donc, Annie, tu nous disais justement que c'était important pour les parents, que ce soit les hommes ou les femmes, du coup, de prendre soin d'eux et surtout de comprendre qu'ils n'ont pas forcément fauté, qu'ils ne sont pas nuls. A priori, Exactement. voilà. Donc, vas-y, je te laisse poursuivre. Merci à toi. Alors, la plupart des femmes que je reçois en consultation sont confrontées à ce sentiment d'échec. C'est vraiment le tout début, sentiment d'échec. Je n'ai pas réussi à construire une famille. Et c'est à ce moment-là qu'il faut déconstruire nos façons de penser. Parce que oui, bien sûr, on a tous rêvé d'être deux pour fonder une famille et de commencer ensemble, terminer ensemble. On en a tous rêvé, bien entendu. Maintenant, c'est factuel. Il s'avère que les familles monoparentales n'ont pas plus de problèmes que les familles dans lesquelles les deux parents sont présents. Et il y a plein d'aspects à prendre en compte parce que il faut comprendre aussi qu'on ne devient pas parent solo par plaisir. Il y a des raisons. Ça peut être les violences conjugales, ça peut être aussi des conflits constants. Et les conflits constants, on sait ce que ça fait. Ça crée des troubles qui sont pas irréversibles, mais très douloureux pour les enfants. Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, il faut que la société admette qu'on ne devient pas parent solo par plaisir. Si on y arrive, c'est parce que c'est une nécessité pour soi-même déjà, mais également pour les enfants. Parce qu'on nous sort, oui, mais pensez aux enfants. Seulement un enfant qui se retrouve au milieu d'un couple d'adultes qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions, qui n'arrivent plus à s'entendre tout simplement et qui sont constamment en conflit, eh bien, qu'on le veuille ou non, il sert de punching ball. C'est inévitable. Il faut comprendre cela, c'est très important. Donc, apprendre à déculpabiliser. C'est la base de tout, déculpabiliser. Parce que vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous comme pour votre enfant. Je répète encore une fois, prendre soin de soi, c'est prendre bien soin de son enfant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes présente, quel est votre ressenti? N'hésitez pas, si vous avez des interventions, si vous-même vous vous sentez concerné par la monoparentalité, si vous avez des parents solo autour de vous et que vous voulez faire un retour, n'hésitez pas, nous sommes réellement là pour ça. Mais c'est un sujet très important qu'il faut aborder avec le plus de bienveillance envers soi-même et envers les autres possible. Merci beaucoup, Annie. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, donc je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais intervenir du coup sur ce que disait Annie. Je trouvais hyper intéressant le fait que effectivement, ben, les parents solos sont souvent montrés du doigt parce que ils ont raté quelque chose. Et moi, c'est vrai que je me suis longtemps sentie coupable de ne pas avoir pu maintenir mon couple en fait à flot et de ne pas pouvoir offrir à mes enfants une famille en fait, un cocon où on serait en fait ensemble et bien ensemble. Et puis il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément toujours la même chose entre un père solo et une mère solo, parce que ben, aujourd'hui en France, c'est vrai que la garde alternée, elle est souvent quand même accordée par les juges, mais pas forcément tout le temps.
Et dans ces cas-là, ben, les enfants sont en résidence principale la plupart du temps quand même encore chez la mère. Donc la mère reste quand même encore la principale dépositaire de l'éducation des enfants et en tout cas elle porte beaucoup de choses, je pense, par rapport au père. En tout cas, c'est mon cas et j'ai l'impression que c'est pas reconnu par la société. Ça n'est pas du tout pris en compte. Et enfin moi, je manque en tout cas de relais et de moyens, comment expliquer, de moyens pour avoir des relais, justement, pour pouvoir souffler. Voilà ce Alors, que tu je voulais dire. soulèves, oui, mais je pense que vous soulevez énormément de sujets là-dessus. Déjà, le manque de soutien, le manque de relais, le fait de comprendre que les mamans qui sont du coup dans une construction monoparentale sont face à des difficultés qui peuvent être effectivement qu'un père en situation de monoparentalité. Qui, en fait, je pense, c'est des exigences aussi de genre tout simplement, qui sont déjà affectées au départ et qui font qu'à un moment donné, la mère va lui demander certaines choses et encore une fois, il va y avoir cette culpabilité maternelle de devoir prendre un rôle de Wonder Woman alors que ce n'est peut-être pas le moment, en sachant qu'on est dans une pleine déconstruction, dans un deuil véritable en fait d'une relation, parce qu'au départ, avant même qu'il y ait les enfants, il y avait quand même une relation amoureuse, plus ou moins on va dire agréable au départ et qui s'est envenimé, qui a pris fin à un moment donné. Et donc, il y a aussi cette temporalité, moi, que j'aimerais soulever, du deuil, qui est à apprivoiser et qui n'est pas forcément évidente, notamment parce que Annie en parlait, c'était voilà, toutes les répercussions que ça peut avoir sur les enfants. Aujourd'hui, on peut avoir les images très, très de l'impact conflit entre père et mère, ou en tout cas entre les parents sur l'enfant. Hein, on peut avoir toute une imagerie, la neurobiologie a vraiment mis ça en exergue. Et c'est vrai que voilà, ça implique quand même un certain nombre de choses et un accompagnement, je pense, un soutien en tout cas des femmes qui vivent ça. Et puis il y a l'autre sujet aussi, c'est que tous les gens ne finissent pas non plus chez la maman et que c'est aussi un combat. C'est que pendant qu'il y a cette déconstruction et cet apprivoisement du deuil, il y a aussi le fait de se séparer. Donc, soit on est face à un médiateur et dans ce cas, on n'est pas marié ou quoi que ce soit, bon, on peut trouver une solution plus ou moins possible et un compromis, on va dire, agréable pour l'un et l'autre des parents. Mais lorsqu'on est face, par exemple, à une situation maritale, où du coup, il y a vraiment, enfin, il faut quand même le savoir, le mariage qui se termine en divorce, c'est rarement agréable de par la déstructuration de la famille initiale, mais aussi parce que voilà, il y a des conflits, c'est à balles perdues, quoi. On y va, on tire dans tous les sens, et là, peut-être que la femme doit se battre d'âge pour pouvoir aussi bénéficier de la garde de ses enfants, notamment s'il y a des cas aussi de suspicion d'inceste ou ce genre de choses. Là, en ce moment, moi, je partage énormément de choses sur les 500 mamans aussi, voilà, qui appellent aussi de leurs droits parce que leurs enfants peuvent leur être retirés, parce que du coup, elles mettent aussi des mains courantes, ce genre de choses pour dire, en fait, chez le papa, peut-être qu'il se passe des choses d'ordre incestueuse et que en fait on devrait protéger nos enfants et que ça n'est pas forcément c'est très 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 délicat. Voilà, on a toutes sortes de configurations avec peut-être au départ un parent en face qui n'est pas forcément d'aplomb ou ancré pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc ça veut dire que dans son quotidien, la femme doit aussi prendre sur ses épaules la charge, parce que famille monoparentale ne veut pas dire que c'est le parent qui est juste tout seul, c'est deux parents qui peuvent être séparés ou un parent tout seul. Mais quand les deux parents sont séparés et qu'en plus il faut prendre la charge que l'autre parent devait prendre lui sur ses épaules, c'est-à-dire aussi prendre sa responsabilité de parent et s'occuper des enfants de manière correcte. Hein. Moi, j'arrête pas de le dire, mais c'est un contrat quand même de 18 ans qu'on a avec nos enfants et qu'en fait, il ne le remplit pas. Eh bien, à chaque fois, la charge est souvent sur les épaules de la maman. Donc, je pense que voilà, ça re-questionne pas mal de choses. Annie, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors je rebondis sur ce sentiment-là, dans le sens où 8 femmes sur 10 avec lesquelles je travaille ont ce sentiment d'injustice. Et de toute façon, il est prouvé, c'est quasiment toujours les femmes qui se retrouvent avec les difficultés financières, à devoir s'occuper des enfants,
c'est elles qui portent le gros de la séparation sur leurs épaules. C'est elles également qui portent le poids de la société, qui les pointe du doigt dans le sens où l'échec est de leur faute. Ça, il faut le dire très honnêtement, parce que c'est toujours la femme qui est pointée du doigt. Soyons honnêtes là-dessus, même dans les cas de violence conjugale. Parce que les femmes avec lesquelles je travaille qui ont été victimes de violences conjugales, ou même dans les cas d'inceste, eh bien, elles sont accusées d'être responsables parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors moi, ce sentiment-là, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler parce que les mamans, déjà en tant que femmes, la vie n'est pas simple. On se bat encore pour nos droits aujourd'hui, pour se faire accepter et reconnaître en tant qu'individu à part entière. Donc, si maintenant on devient responsable des erreurs des conjoints et ex-conjoints, au bout d'un moment, la charge mentale, elle va finir par faire exploser énormément de femmes. Et aujourd'hui, on en est au point où beaucoup de femmes, parce que j'interviens également dans le milieu social, beaucoup de femmes sont à bout de nerfs, vraiment à bout de nerfs. Pourquoi? Parce qu'on part encore du principe qu'un divorce, ça se règle au tribunal, la mère s'occupe des enfants, le papa, il paye éventuellement une pension alimentaire. J'insiste sur le éventuellement, j'insiste là-dessus. C'est elle qui a toutes les charges, mais personne ne prend en considération le fait que cette femme-là, elle n'a jamais rêvé de se retrouver dans cette situation et que c'est très difficile. Donc, même les accompagnements psychologiques qu'on propose aux femmes par la suite, il y en a très peu. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de se faire entendre quand on a ce poids de la société, mais également ce poids de devoir tout gérer toute seule. Parce qu'il y a des femmes vraiment qui sont totalement isolées, qui ont soit la famille très loin, soit alors qu'ils sont en conflit avec leur famille, soit qui n'ont pas de famille tout court et qui doivent tout gérer toutes seules. Et malheureusement, elles manquent cruellement d'aide. Aujourd'hui, il est important de rappeler cela. Elles ne le font pas de gaieté de cœur. Si une femme s'est séparée, ou alors parfois même elle subit la séparation, hein, ce n'est pas toujours les femmes qui partent, hein. Parfois c'est l'homme qui décide de partir, eh bien, les femmes deviennent victimes de cette situation-là. Malheureusement, c'est triste à dire, mais encore en 2024, c'est le cas. Et j'invite vraiment toutes les femmes qui se sentent dans cette situation-là à essayer. Je sais que c'est pas facile parce qu'on manque cruellement de structure, mais d'essayer de trouver de l'aide. Parce qu'au bout d'un moment, l'épuisement va prendre le dessus. Et pour pouvoir assurer pour soi-même, mais également pour ses enfants, ça va devenir de plus en plus difficile. Tu soulèves deux points importants. C'est que déjà, j'ai l'impression que historiquement, la femme est responsable. Elle est coupable, quoi qu'il arrive. Quoi qu'elle choisisse comme voie, qu'elle choisisse de rester, qu'elle choisisse de partir, pour les raisons qui lui appartiennent et qui sont dans son intimité, l'extérieur forcément lui a imposé son regard sur elle et je ne suis pas sûre justement que le regard soit le même, par exemple pour un homme, de dire, mais en fait, là, ce que tu viens de faire, c'est n'importe quoi, tu n'es pas capable de tenir un couple, tu n'es pas capable de... Il y a cette notion quand même que la femme devrait se forcer, devrait être voilà, capable de tenir une famille. Mais il y a quand même ce côté très coercitif de la position maternelle, voilà, de devoir. Elle a un devoir, en fait, de répondre de par sa posture de maman, à partir du moment où elle est devenue maman, à toutes les misères du monde et tout ce qui lui arrive. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui me pose quand même un sérieux problème sur la place de la femme et sur la place de la mère. Ça re-questionne encore ça. Pourquoi est-ce qu'en 2024, on est là sur This is Our Maternity à se poser cette question-là réellement, quoi? Pourquoi est-ce que des femmes ne peuvent pas simplement dire, bah oui, je me suis séparée, on ne te demande pas pourquoi, est-ce que tu as besoin d'aide? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, dans ce que tu disais, ça me perturbait quand même assez. Alors, Élodie, tu avais envie de dire quelque chose.
Ouais, moi je remarque que dès qu'il y a séparation, il faut qu'il y ait un fautif. À chaque fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de quelque chose. Mais jamais on se dit que, ben, tout simplement, ils se sont séparés parce que leurs chemins se sont séparés, ils sont plus sur la même longueur d'onde et ils prennent la décision pour le bien de tout le monde de mettre fin à la relation, quoi, de manière saine. Enfin, je pense vraiment que si on revoyait les séparations sous un autre angle, je pense que ce serait déjà beaucoup plus facile pour tout le monde, que ce soit pour les parents, mais aussi pour les enfants, de se dire, OK, juste nos chemins, ils se séparent, on fait notre vie chacun de notre côté. Ça n'empêche pas que ben, il y ait de l'affection pour l'un pour l'autre, parce que parfois les séparations se passent bien aussi. Et que bah, ça ne change rien à l'amour qu'on porte à nos enfants, ce qu'on veut apporter aussi à nos enfants. Enfin, voilà, je pense que ce serait essentiel aussi de voilà, prendre un peu de hauteur sur tout ça et arrêter de vouloir trouver un coupable aux séparations. Alors, je vois que ça suscite énormément voilà, de demandes et de réponses. Alors, bah, du coup, peut-être Marca, tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Alors, Oui, juste, voilà, oui. parfait pour le micro. Ça y est. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, ça y est, merci. Oui, donc c'est effectivement un sujet qui est vraiment très intéressant. Et quand on en parle, on a tendance à en parler comme si c'était une maladie, en fait, comme si la personne avait été touchée par une maladie et que enfin, c'était très compliqué. Et moi, je rappelle toujours hein, aux femmes, j'ai envie de dire, si tu te retrouves dans cette situation-là, ben, c'est ton histoire, c'est une partie de ton histoire et tu dois la respecter. Comme Annie le disait tout à l'heure, bon, on rêve tout hein, comme ce rêve de petite fille, on a tout envie, voilà, d'être à deux, d'avancer à deux, d'évoluer à deux, mais il arrive que au bout d'un moment, pour certaines femmes, ben, parfois c'est la séparation, c'est la seule issue de survie en fait. Il y a certaines personnes où si tu restes, ça ne va pas aller, tu vas te retrouver en danger, tu vas être bloqué et parfois ben, tu es obligé de partir ou parfois on peut aussi te quitter parce que tu peux être très bien, être très correct et ton attitude ou ta gentillesse peut aussi embêter l'autre. Ta gentillesse peut aussi être un frein pour l'autre personne qui a une autre vision hein, de la vie, une autre vision des choses. Donc, c'est vraiment important de respecter l'histoire de chaque personne et on doit arrêter de participer à toute cette culpabilisation, si je peux le dire, par rapport aux femmes. Tu n'as pas, comment ça se fait que tu n'as pas pu tenir ton foyer, tu n'as pas pu garder ton homme, c'est ce qu'on entend tout le temps. Comment tu vas faire avec tes enfants? Et quand on parle à ces femmes-là, c'est comme si on avait pitié, en fait, comme si on était meilleurs. Mm. C'est comme si on était meilleur qu'elle. Oh là là, comment tu vas faire avec les enfants? Comment tu vas t'en sortir? Et j'ai beaucoup aimé ce que Annie disait au tout début. C'est pas parce qu'on est dans une famille monoparentale qu'on est moins bien que ceux qui sont dans une famille où il y a les parents. Parce que le plus important, très souvent, c'est la qualité de la famille qu'on va construire. C'est pas forcément le fait d'avoir les deux parents, même si, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants, justement. J'ai pu voir ceux qui étaient dans des familles hein, avec un papa et une maman qui avaient énormément de problèmes. Donc, on doit arrêter de stigmatiser les gens par rapport à leur statut et tout simplement respecter le parcours de chaque personne. Et surtout, comme j'aime toujours le répéter, aider les femmes à se connaître déjà elles-mêmes, à se comprendre, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé d'abord à mon niveau, à moi, au niveau de mon développement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi j'ai pu accepter telle ou telle chose, pourquoi je me suis retrouvée dans telle ou telle situation, vraiment pouvoir se remettre en question d'abord pour soi-même en tant qu'être humain et puis voilà, gérer le reste après et vraiment demander de l'aide
surtout de l'aide auprès des personnes bienveillantes. Parce que très souvent, quand on se retrouve dans une situation de séparation, faut pas oublier que ça va aussi alimenter la curiosité d'autres personnes. Il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur raconte comment ça se passe. Donc, on va tout le temps parler de nos blessures, pas dans le sens de guérir, mais ça va plus alimenter la curiosité d'autres personnes. Et au final, enfin, c'est comme si on entretenait la blessure, en fait. Au lieu de pouvoir chercher de l'aide, des personnes auprès de qui on peut en parler, mais pour pouvoir guérir et passer à autre chose, en fait, passer à autre chose, se reconstruire, tourner la page, se tourner vers des thérapeutes, des coachs comme Annie. Donc, c'est vraiment de ça hein, que les femmes ont besoin et c'est important de leur rappeler. Donc, voilà ce que je voulais un peu soulever par rapport à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça soulève aussi ce côté un peu de contagion de la maman solo. Alors, on ne sait pas. Et c'est vrai que ces questions-là, moi, ça fait penser à une histoire d'une maman qui, justement, avait fini par mentir à son entourage ou aux personnes qu'elle pouvait rencontrer parce que bah, en plus elle n'avait pas eu au bout d'un moment la garde de son enfant donc elle a dit bah non bah, c'est le père qui m'a trompée alors que du tout c'était simplement séparé d'accord mais en fait c'était pour elle très très dur à porter au niveau du regard notamment à l'école lorsqu'elle amenait sa fille à l'école, c'était très dur parce que du coup, il y avait un groupe, et des groupes comme ça là qu'on voit dans les séries américaines, pareil, des groupes de mamans comme ça qui la regardaient, et puis presque qui la jaugeaient sur sa capacité finalement à être une bonne mère, alors que ça n'a rien à voir. C'est simplement sa vie personnelle qui s'est déroulée de cette manière-là. Et du coup, ça l'a amené, ça l'a entraîné vers bah, le mensonge, alors que c'est quelque chose qu'elle aborde complètement, mais ça l'a amené à mentir pour pouvoir se protéger et protéger son enfant et dire ah bah oui, bah, je comprends, ah non mais t'as raison. Alors du coup, ça veut dire qu'on accepte quand la femme est trompée, dans ce genre de cas, on peut accepter, mais encore on se dit, oh, bah, elle aurait pu s'en douter quand même parce que c'est vrai que, alors que là, pas du tout. Mais vous voyez un petit peu comme c'est pernicieux, comme c'est vicieux, un peu cette manière d'apporter les choses pour les mamans et qui fait que du coup, elles ne se sentent pas en sécurité, voire exprimer tout simplement. Il y a eu une séparation. Et puis finalement, c'est une question aussi de, je pense, lorsque tu parles aussi de revenir sur soi, de se poser les questions, ça nous empêche de prendre ce temps-là qui est important et responsabilisant en fait sur savoir ce qui s'est passé pour pouvoir rebondir par la suite et se sentir à l'aise. Et puis, en fait, les premières personnes qui posent les questions à ce moment-là, c'est les enfants. Parce qu'on ne parle pas non plus des peut-être potentielles terreurs nocturnes des enfants, de leurs angoisses, de ce genre de choses, des répercussions. Parce que lorsqu'on se retrouve seul avec son enfant, il y a aussi ça qui arrive. Et en fait, les personnes qui posent les questions à l'extérieur, ben, c'est pas eux en fait qui sont dans la maison lorsque en fait l'enfant il est en train de hurler parce qu'il a envie d'avoir papa à côté ou parce que mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais c'est pas normal. Mais mon copain, eh ben lui, il a ses deux parents. Mais ma copine, eh ben elle m'a dit que si c'est ça, eh ben, c'était peut-être de ta faute. Alors parce qu'il y a aussi ça. Parce que les enfants aussi entendent parler de choses aussi lorsqu'ils sont avec leurs camarades. Et du coup, ils le rapportent à la maman. Et donc, la maman, bah, c'est double peine. Alors, tu t'es séparé, les autres adultes vont te dire éventuellement que bon, bah, du coup, c'est quand même pas terrible, il faut quand même que tu penses à ton enfant alors que tu y penses certainement déjà. Et après, il y a ton enfant le soir qui, lui, en rentrant, bah, te débaroule tout, en fait, tout ce qu'il a pu vivre dans sa journée parce que la situation est peut-être assez fraîche. Bon, au bout de 2 ans, 3 ans, la question ne se pose plus, mais dans les premiers mois, il y a quand même ce gros côté de, 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 de de stress, en fait, je pense, il peut être assez traumatisant pour la femme parce qu'elle va devoir jongler entre plusieurs approches et pas forcément pouvoir se recentrer sur elle-même, se poser, se faire poser des questions par son entourage proche, son premier cercle. Ah bon, vous séparez, mais enfin, et comment tu le prends? Ah oui, et ça va, et compagnie. Mais en fait, dans le ah oui, et ça va, et tout ça, il y a c'est aussi, et j'ai envie de le dire quand même, j'ai aussi envie de le soulever, c'est aussi un peu vicieux. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on a réellement envie de prendre soin de la maman à ce moment-là? Pas forcément. C'est un peu comme une maladie honteuse qu'on n'aurait pas forcément envie de dire. On va quand même lui poser la question pour savoir. Comme ça, on aura bonne conscience. Et je le dis de manière assez forte, mais on se donne cette responsabilité-là d'aller poser la question et parce qu'on se sent aussi aller poser la question par curiosité un peu malsaine,
Mais en réalité, est-ce qu'on s'occupe réellement du bien-être de la maman à ce moment-là? Est-ce qu'on lui dit de quoi est-ce que tu aurais besoin? Tout simplement, non. On lui pose la question et ensuite, une fois qu'elle a pu s'épancher et que bon, bah, finalement, et ben, en fait, elle ne peut plus le faire et elle se retrouve là, carrément là, seule, et à devoir gérer tout ça. Et ensuite, bah, avec ses enfants et au travail et patati et patata. Donc, en fait, elle n'a pas réellement d'espace pour le faire. Je pense que Annie l'a très bien soulevé, le fait qu'il y ait très peu d'espace pour les femmes en situation de monoparentalité pour pouvoir exprimer ce qu'elles ont à dire. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'en parler parce qu'il y a un impact durable sur la santé mentale des mamans. Les enfants, oui, effectivement, ça peut il y a des approches, il y a quand même voilà, des psychologues, il y a quand même la possibilité qu'ils soient accompagnés au jour le jour pour pouvoir poursuivre et grandir et se développer ben, voilà, sainement. Mais pour les mamans, il n'y a pas. Donc, quels espaces elles ont pour pouvoir s'exprimer réellement, pour pouvoir hurler de temps en temps que ça ne va pas. Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Élodie, je te laisse poursuivre. Et puis après, bah, peut-être Annie. Et puis je sais qu'il y a Morgane qui a soulevé la main. Donc, on va faire Élodie, Annie et Morgane. Voilà. Et je laisse la parole à Annie depuis tout à l'heure. Elle veut parler, puis je parlerai après Morgane. Du coup, merci Elodie. Alors, moi, je voulais rebondir sur, donc comme je disais tout à l'heure, il y a le processus de déculpabilisation, mais il y a surtout le plus difficile, à savoir l'acceptation. Accepter déjà la séparation, selon la situation, ça varie totalement. Donc, il y a l'acceptation et l'acceptation va dépendre de plusieurs éléments, mais cette acceptation, elle est très souvent freinée par les démarches administratives, le comportement de la famille, le fait que parfois, et c'est malheureusement de plus en plus récurrent, le père se désolidarise totalement de la maman. C'est triste à dire, mais il y a énormément de papas aujourd'hui qui se désolidarisent totalement et qui ne veulent intervenir dans la vie de leurs enfants que de façon, on va dire, irrégulière. C'est-à-dire que parfois, les papas ne veulent même pas respecter un jugement qui a été émis. Par exemple, moi, je suis confrontée à énormément de femmes qui ont des droits de visite de la part des papas, mais ces papas-là ne viennent jamais chercher les enfants. Donc, elles se retrouvent à être des parents à temps plein, des parents solo à temps plein, mais la justice ne les reconnaît pas en tant que tels. Donc, la pension alimentaire n'est pas revalorisée, elles n'ont pas de temps pour elles, et cela les fragilise et ralentit leur processus de deuil de la relation, parce que quelque part, on les force à se maintenir dans cette relation-là, dans ce combat sempiternel avec le papa. Et cela n'aide pas du tout. Donc, il y a vraiment une problématique qui est extérieure à la femme. C'est-à-dire que ce sont les éléments extérieurs qui l'empêchent de commencer sa guérison. Il faut être conscient de cela, parce que les femmes qui se séparent, ou alors même les femmes qui sont quittées, elles ont envie d'essayer de passer à autre chose. Ça demande déjà du temps. On est des êtres humains, on sait ce que c'est qu'un deuil, parce que la séparation, c'est réellement un deuil. Il faut en être conscient. On sait ce qu'est un deuil. Mais quand, en plus de cela, on vous empêche d'aller sereinement vers un avenir meilleur et donc vers votre propre guérison, eh bien, beaucoup croulent sous la fatigue. La fatigue des parents solos, notamment des mamans, il faut en parler parce il y en a beaucoup qui sont épuisés. Et l'excuse qu'on leur trouve très souvent, c'est oui, mais vos enfants vont vite grandir. Quand on est fatigué, ça n'aide pas d'entendre des choses pareilles. Ça n'aide absolument pas. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, être dans l'attente pour pouvoir se reposer, ça n'aide pas non plus. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cela, qu'aujourd'hui, il est temps de créer des structures, de créer des accompagnements et surtout de changer notre regard sur la monoparentalité. Parce qu'il y a aussi des personnes dont on n'a pas parlé, c'est les personnes veuves. Et les personnes veuves, elles ont encore moins choisi que quiconque d'être parents solo. Mais malgré tout,
et elles sont pointées du doigt parce qu'elles sont seules. Alors, quand on en arrive à ce point-là, on se demande vraiment qu'est-ce que la société veut pour les parents, parce qu'on parle très souvent de ce que la société veut pour les enfants, mais il faut des parents qui sont bien dans leur peau pour pouvoir élever des enfants qui seront bien dans leur peau. Donc, c'est vraiment très important. Les parents veufs vont peut-être avoir un peu plus de temps parce que du coup, on va considérer leur situation particulière et leur laisser un peu plus de temps. Mais à terme, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on va leur demander quand même, tiens, est-ce que tu ne retrouverais pas un mari? Est-ce que tu ne te remettrais pas avec quelqu'un? Ce serait bien pour toi, ce serait bien pour les enfants. On va avoir tendance à penser à ta place comme ça, de cette manière-là. Et je pense que de manière très juste, tu le dis, c'est un deuil. Mais par contre, je ne pense pas que l'on soit vraiment au fait de qu'est-ce que c'est qu'un deuil. Dans le sens où on va se dire, je fais mon deuil. Le deuil ne se fait pas, il s'apprivoise au fur et à mesure. C'est très long et je ne pense pas qu'il ne va pas se mettre en place. Le deuil se met en place naturellement parce que psychiquement, c'est tout à fait naturel. Il se met en place. Par contre, comme n'importe quelle cicatrice, comme n'importe quelle plaie, soit on rajoute du sel et ça peut plus et la cicatrice sera moche, soit on essaie de mettre du baume, de l'apaiser, de pouvoir pratiquer des soins qui vont permettre d'avoir une jolie cicatrice. Oui, certes, ça fait partie de son parcours, mais après, on peut se dire, voilà, ça a existé, j'y suis arrivée, ça fait partie de mon chemin de vie. Mais c'est vrai que d'être remis constamment là-dedans, en sachant qu'en plus, ce n'est pas quelque chose qui est totalement linéaire. Le deuil, c'est vraiment quelque chose qui se fait par vagues, où on a l'impression d'aller mieux et en fait, après, on replonge. Et bien, en fait, d'avoir cet entourage qui peut être un peu insistant, c'est pas évident. Morgane, je te laisse suivre. Oui, je voulais dire du coup par rapport au poids social en fait, par rapport aux injonctions sociétales. Moi, c'est vrai que j'ai entendu des personnes qui, enfin, c'est un peu le côté très intrusif dont tu parlais, enfin, dont vous parliez plusieurs fois, je sais plus qui exactement, mais le côté intrusif en disant, ah ben il y a plein de gens qui se séparent en ce moment, mais oh là là, mais pour quelle raison? Sans raison en fait. Et voilà, poser la question sans poser la question, je trouve que c'est très intrusif et c'est rajouter encore des, des soucis là où il ne devrait pas y en avoir et une culpabilisation. Et je pense que ouais, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout aidantes en fait par rapport à ça. Et je voulais aussi parler de l'isolement, du sentiment d'isolement parce que moi, pour le coup, j'ai fait le tri dans mes relations, donc c'est très bien parce que ça m'a permis de voir qui étaient vraiment mes amis ou pas. Il y en a qui sont partis d'eux-mêmes, hein. J'ai plus de nouvelles du jour au lendemain. Euh, c'est plutôt bien parce que c'est ouais, ça s'est fait naturellement et puis bon, ben, sans forcément de réponse de leur part, mais c'est 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 comme ça, la vie est faite comme ça. Et je voulais aussi parler du sentiment d'injustice. Je pense que il peut venir aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, du fait que alors les décisions sont prises par les juges qui nous reçoivent, qui nous accordent une demi-heure de leur temps pour parler des enjeux de la vie d'enfants en fait en bas âge. Moi, j'ai trouvé ça très très violent que en fait la juge prenne seulement une demi-heure pour aborder la situation, une situation qui était quand même compliquée, avec des violences psychologiques principalement. Et voilà, je me suis pas du tout sentie ni écoutée ni comprise avec voilà, cette femme qui levait limite les yeux au ciel parce qu'elle n'avait pas le temps, quoi. Et en plus, elle l'a dit. Et je trouve que c'est extrêmement violent. Et en plus, euh, il faut croire à tout le monde qui connaissent, qui sont très, très au fait des besoins de l'enfant, de ce qui leur conviendrait, mais alors que pas du tout. Ils n'ont pas vraiment de formation sur le sujet et ils suivent pas du tout les recommandations de pédopsychiatres qui sont spécialisés sur ces questions-là, quoi, notamment Maurice Berger. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est quand même aberrant d'être dans une société où ben, voilà, on met les gens tout le temps en compétition avec le culte de la performance et il faudrait se justifier de tout.
et on arrive devant des personnes qui nous connaissent pas, il faut leur exposer notre situation. On a quand même un avocat qui nous représente, mais ça se joue en très peu de temps, très peu de choses, quoi. Et je trouve que ça rajoute encore de la souffrance à la souffrance. Merci beaucoup pour ton partage, Morgane. Élodie, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble. Ouais, je m'étais noté deux trucs que je voulais dire. Notamment le fait de, après une séparation, de devoir retrouver déjà ses repères, tout en continuant à s'occuper des enfants, et puis de toute la charge qui se rajoute en fait sur les épaules de la mère, qui a déjà une charge mentale en général assez conséquente. Et voilà, et du coup, faut retrouver ses repères en tant que femme célibataire, mère célibataire, et réussir voilà, à retrouver du temps aussi pour soi, pour se reconstruire, et ce qui n'est pas toujours évident. Et aussi, je voulais, alors ça risque de faire un peu réagir parce que en général, quand on vit quelque chose de douloureux, enfin, on voit tout en noir. Mais moi, j'aime à dire qu'il y a toujours un peu de positif, enfin, il y a toujours du positif, même dans les épreuves les plus difficiles. Et essayer de se rattacher à ça et du coup, essayer de voir le positif à cette situation, voir qu'est-ce que ça nous apporte aussi. Parce que forcément, ça nous apporte du mieux. Forcément, sur le coup, on est mal, mais, euh, mais il y a du mieux derrière tout ça. Et voilà, je pense que se faire accompagner pour justement voir ce positif qui se cache au fond de tout ce petit bazar. Alors, justement, on a parlé de prendre du temps pour pouvoir réorganiser sa vie, pour pouvoir remettre les choses en place, pour pouvoir comprendre tout ça. On a parlé du fait d'être célibataire et compagnie. Et justement, est-ce que vous auriez des choses aussi à apporter en termes de, voilà, d'organisation de vie de maman juste après la séparation, et puis cette nécessité ou pas de retrouver quelqu'un par la suite, euh, c'est pas une injonction finalement de retrouver quelqu'un ou de retrouver l'amour, mais il y a quand même ce besoin de créer du lien. Mais on est dans une phase où on est dans un deuil, je le répète, donc du coup, retrouver quelqu'un par la suite, ça peut être aussi très compliqué parce que en fonction de la phase dans laquelle on est dans son deuil, peut-être que des fois c'est un peu trop rapproché, ou peut-être que des fois, bah voilà, ça s'étiole et on n'a plus l'énergie parce qu'on est le nez dans le guidon et compagnie. Donc sur ces deux questions-là, est-ce que vous auriez quelque chose à apporter les unes et les autres? Alors, Marca peut-être? Tu as levé la main, il me semble. On lève la main comme à l'école sur notre réunion Zoom. Je voulais dire, parce que sinon, ils vont dire, mais je te prends pour la maîtresse, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ce que j'ai envie de dire, et je pense que c'est important de s'écouter. C'est vrai que dans ce genre de situation, on va recevoir tellement de conseils, des personnes qui sont passées par là, donc il y aura une tonne de conseils, mais il faut pas oublier d'écouter aussi son intuition, cette petite voix qui est à l'intérieur, qui va vraiment nous guider par rapport aux besoins qu'on a. Donc, et vraiment essayer d'écouter son besoin et rester cohérente avec voilà, son contexte de vie, avec ce qu'on ressent. Je pense que c'est ça qui va beaucoup aider parce que parfois on peut suivre hein, ce qu'on nous dit alors que ça ne fonctionne pas du tout et se retrouver dans une frustration qui n'arrange pas les choses. Donc, c'est vraiment ce que je pourrais apporter par rapport à ça. Eh ben, vas-y, Annie, je t'en prie. Je crois que tu veux aussi ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Marca, pour ce partage. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Élodie, du coup, sur l'aspect positif, qu'il fallait pas tout voir en noir. Et en effet, je rappelle très souvent à ces mamans que
c'est le début d'un processus de reconstruction. Parce que, en effet, à partir de cette séparation-là, même si pour certaines, il y a une situation de chaos, il faut être honnête là-dessus. Il y a une situation de chaos à l'instant T. Mais c'est un processus qui est en train qu'elles sont en train d'entamer pour aller plus vers elles et vers plus de sérénité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans un couple dans lequel on ne se sent pas la bienvenue. Il faut dire cela. C'est très important à retenir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas drôle, mais il y a quelque chose à changer. Il faut accepter ce changement-là. Il faut accepter qu'il est nécessaire pour soi, également pour les enfants et pour l'ex-conjoint, qu'on s'entende bien avec lui ou pas. Bon, de toute façon, il fera son processus également, mais c'est le début d'un processus. Il ne faut pas penser que c'est la fin de tout. Pas du tout. Au contraire, c'est un commencement. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. C'est hyper important. Retenez cela. C'est un commencement et pas une fin définitive de votre vie. Maintenant, pour parler donc des astuces que tu demandais, moi, la toute première que je donne, c'est sortez de chez vous. C'est difficile et je le comprends. Mais petit à petit, sortez de chez vous. Ne restez pas enfermés. On a parlé de l'entourage. Bien sûr, l'entourage change dès qu'il y a une séparation. Mais surtout, allez vers les gens du mieux que vous pouvez. Il ne faut pas se forcer à parler à tout le monde. Non, ça ne sert strictement à rien, mais sortez de chez vous. C'est la base de tout parce que plus on s'enferme chez soi, plus c'est difficile. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme conseil. Merci beaucoup. Euh, Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a à prêter attention à ses émotions aussi. Parce qu'on est effectivement dans une phase qui peut être, comme tu l'as dit, chaotique, et où il va y avoir un chamboulement aussi, une transformation au niveau psychique qui va s'opérer. Et comme n'importe quelle transformation, c'est étrange, mais on va le dire, on disait au départ, ce n'est pas une pathologie, mais pour n'importe quelle chose qui nous arrive et qui va amener une transformation comme ça psychologique importante, on va retrouver les mêmes points de base, c'est-à-dire sortir de chez soi, créer du lien, s'alimenter, dormir correctement, boire correctement, peut-être faire du sport. Mais pourquoi est-ce qu'on indique ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on indique ce genre de choses? Tout simplement parce que créer du lien, ça va nous permettre de créer de l'ocytocine. Ça va donner cette hormone du lien sécurisant pour soi et pour les autres, pour aller vers l'extérieur et se sentir vraiment appartenir aussi à une place, à un endroit, à un environnement. Donc, ne pas perdre pied, en fait. Et puis après, pourquoi boire, manger et dormir? Tout simplement parce que ça va nous apporter la mélatonine, ça va nous permettre de réguler aussi tout notre système émotionnel. Et puis, le sport ou alors une autre pratique parce que ça va apporter des endorphines qui sont notre morphine naturelle et qui vont pouvoir nous apaiser. Donc, tout ça, si on l'apporte dans des situations extrêmes comme les maladies ou alors le deuil ou alors une difficulté particulière, si on indique ce genre de choses en tant que professionnel de santé ou praticien ou coach, c'est parce que il y a tout de suite une racine qui est là, qui est revenez à la base. Revenez à cette base. La base, c'est pas l'extérieur, c'est pas ce qu'on va vous dire à l'extérieur. La base, c'est vous, en tant qu'être humain, comment est-ce que vous faites pour avoir une base solide qui vous permette de vous soigner, de prendre soin de vous, de mettre du baume dans votre vie, en fait, tout simplement. Et donc, de repartir dans une nouvelle aventure, parce que c'est une nouvelle aventure. Effectivement, c'est sûrement extrêmement douloureux, mais normalement, ça ne dure pas. Si ça dure, dans ce cas-là, il est important de se faire accompagner. Parce que si là, il y a une souffrance psychologique sur le long terme, il est extrêmement important et recommandé d'être accompagné par un professionnel qui sera compréhensif aussi. Voilà. Et si possible, éloigné du coparent. Parce qu'on a aussi eu des cas où lorsque les deux, par exemple, avaient le même médecin généraliste ou le même ostéo, ou alors le même, voilà, de rencontrer les mêmes professionnels, il pouvait y avoir aussi des conflits qui se créaient
Et donc, ça peut être aussi difficile et douloureux, notamment pour la maman, de retourner voir ce professionnel parce que du coup, on y allait à deux ou alors j'y suis allée juste après mon accouchement. Il va y avoir des réviviscences qui vont se jouer qui ne sont pas forcément très opportunes sur le moment. Donc, peut-être justement faire une césure aussi et retrouver d'autres points d'ancrage pour soi parce que finalement, on reconstruit sa propre vie aussi. Donc, reprenons d'autres points que ceux qui étaient habituellement pris à ce moment-là. Il ne faut pas avoir peur de sortir de là où on était. Vous avez déjà fait le premier pas, qui est la séparation. Donc, le prochain step, qui est de créer votre propre organisation, votre propre routine, vos propres liens étroits, que ce ne soient pas forcément les amis que vous alliez voir en couple, que ce ne soit pas forcément la famille que vous retrouviez à ce moment-là, où voilà, vous étiez en couple, voilà, mais créer la parallèle à côté. Voilà. Et je pense que ça vous fait du bien à vous, mais ça peut aussi faire du bien à vos enfants, de voir que malgré tout, et apporter une forme de résilience, d'apprentissage aussi de la résilience, de ah d'accord, donc en fait après, je peux aussi faire ça. Et l'enfant prendra aussi naturellement ça parce qu'il aura déjà un exemple. Vous restez un exemple, vous n'êtes pas nul. Ça, c'est hors de question de se le dire. Vous êtes tout à fait capable de le faire et vous êtes un exemple pour vos enfants. Alors, je vois que Morgane, tu lèves la main. Et ensuite, je crois que Annie, tu avais aussi envie de dire quelque chose. Oui, Je je t'en voulais prie. dire que, merci, je voulais dire que euh, c'est pas forcément facile de sortir de chez soi. En tout cas, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices pour les séparations, j'ai envie de dire. Pardon. Enfin, pour mon cas, par exemple, je me suis séparée au cours de l'été dernier et quand j'ai voulu aller chercher des informations pour me renseigner ou alors prendre contact avec des avocats, tout le monde était en vacances. Donc, c'était compliqué quand même de pouvoir se lancer en fait dans une démarche de divorce parce que concrètement, matériellement parlant, il y avait des freins, quoi, mais de l'extérieur. Donc, voilà, il y a des périodes, je pense aussi sûrement aux vacances d'hiver qui sont, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui peuvent accompagner sur cette période-là, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je reconnais que je me sens mieux, enfin, vraiment mieux maintenant. Je me sens moi. Avant, je n'étais pas moi. Et ça, c'est aussi grâce à tous les accompagnements que j'ai pu faire et aux personnes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours de reconstruction, qui n'est pas terminé, mais le chemin est long, mais qui est bien amorcé, quoi. Merci beaucoup. Si tu as le temps de nous dire un peu, du coup, quels accompagnements tu as pu avoir et voilà les différentes phases émotionnelles aussi, parce que je pense qu'il y a d'autres femmes qui vont écouter, notamment en replay, voilà, pour pouvoir nous dire un petit peu par comment est-ce que tu as pu cheminer, notamment avec ces défauts des fois un peu administratifs, où c'est les vacances, où tu n'as pas l'accompagnement opportun. Comment est-ce que tu es arrivé à jouer là-dessus? Je pense que ça apportera aussi d'autres éléments importants. Et Annie, du coup, je te laisse poursuivre. Merci, Morgane. Alors, au niveau émotionnel, ben, moi, je suis passée par plein d'états et de phases différentes, principalement la colère au départ. Euh, voilà, la colère de ne pas être entendue, la colère vis-à-vis de mon ex-conjoint, vis-à-vis de moi-même aussi, du fait de ne pas réussir à prendre une décision au début, euh, et aussi la culpabilité qui était quand même très présente. Et la tristesse, le fait de ne pas pouvoir, comment dire, de pas pouvoir apporter à mes enfants enfin, ce dont ils auraient eu besoin, un papa et une maman présents pour eux tout le temps, sous le même toit. Et en cheminant, là aujourd'hui, je peux quand même dire que je suis un peu plus joyeuse, quoi, que j'ai mis des petites pierres depuis quelques années. C'est pas uniquement depuis les quelques mois que j'ai traversés qui ont été parfois quand même compliqués, mais
ces dernières années m'ont quand même aussi permis de poser des briques petit à petit, quoi. Je pense que j'étais déjà plus ou moins dans ce processus de séparation avant. Les accompagnements qui m'ont permis d'avancer, c'est de la musicothérapie. J'en ai fait beaucoup et enfin, c'est une approche psychocorporelle qui me convient bien parce qu'en fait, elle allie tout le côté psychique en fait et psychologique avec le physique en fait, le mental. Et ça va permettre de dénouer plein de choses. La psychothérapie, je pense que c'est aussi important, pouvoir comprendre des choses. Et puis voilà, rencontrer un thérapeute qui soit quand même informé de ce que sont les violences, si les personnes sont dans cette situation-là, parce que souvent en psychothérapie, enfin, le but du thérapeute, c'est de prendre, enfin, de faire prendre conscience à la personne de ses responsabilités dans une situation, alors que pour le coup, dans le cas de violence, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt de dire que ben, l'autre personne a aussi sa part de responsabilité. Et puis, ouais, je dirais principalement ces deux sortes d'accompagnement. Et puis, progressivement, s'écouter, sortir, retourner vers les relations sociales, mais en allant à son rythme. Ne pas se forcer à aller vers les autres si pour toi, c'est pas le moment, quoi. Mais je pense que vraiment, ce que j'entends, c'est vraiment de s'écouter, quoi qu'il arrive, Mm. que ce soit dans le choix des praticiens ou alors que ce soit par la suite dans le premier pas que tu as envie de faire toi. Mais finalement, c'est comme de s'alimenter. Tu ne vas pas choisir tous les plats d'un coup, tu vas pouvoir diversifier et te dire, bon, ok, je vais dans cette direction-là aujourd'hui. Non, aujourd'hui, j'ai pas faim, donc non, je ne prends pas. Je prends ce temps-là et je le sais en conscience, je sais quoi ça m'arrive. Et puis ensuite, je vais aller vers autre chose. Et alors, merci d'avoir parlé de la musicothérapie, parce qu'au moins, ça permet d'entendre que, on ne sert pas à rien. Et jouster, je pense, à un accompagnement psychologique, je pense que c'est important aussi, qu'il y ait vraiment une alliance thérapeutique qui peut se jouer là-dessus. Euh, Comme tu dis, c'est une thérapie qui est psychocorporelle, donc ça permet vraiment de, à la fois déconstruire et en même temps de déconstruire à la fois ce qu'il y a dans la psyché, à la fois ce qu'il y a dans le corps, parce qu'il y a des choses qui restent au niveau corporel, et des fois, le trop de psycho peut envahir le corporel, alors que le corps a envie d'exprimer certaines choses. Donc, je pense que c'est important aussi d'en prendre compte et d'en prendre soin, parce que d'en prendre soin de soi, il n'y a pas que le mental, il y a aussi le corps, il y a aussi, bah oui, prendre soin de soi, de bien s'alimenter, de bien boire et compagnie, mais aussi voilà, de s'étirer, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se scanner aussi intérieurement, pour savoir, parce qu'il y a des fois où on ne sera pas forcément bien, et ça peut avoir des répercussions sur la relation qu'on peut avoir avec nos enfants aussi, parce que du coup, quelqu'un qui est plus tendu au niveau corporel aura plus tendance à aller ben, crier, malheureusement, alors que peut-être l'avait jamais fait au moment de la relation, mais là, crier sur ses enfants parce que la situation nous échappe, parce qu'en fait, on n'en peut plus. Et comme le disait Annie, il y a cette fatigue qui est latente et dont il est important de prendre soin pour pouvoir essayer de réguler au mieux ses émotions. Donc, merci beaucoup. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à faire pas à pas. Et écoutez-vous, je pense que c'est la principale chose qu'on peut retenir quand même de ton témoignage, Morgane. Donc, merci beaucoup pour ça. Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Et ensuite, Marca. Ça, je vous laisse défiler. Oui, alors c'est tout à fait ça. C'est être à son écoute, faire les choses progressivement, mais être consciente qu'il y a diverses solutions. Parce qu'il y a, par exemple, on peut juste sortir, se promener un petit peu, par exemple. On peut décider de reprendre une activité sportive, on peut décider d'aller à la médiathèque, même le fait d'aller voir son thérapeute, parce qu'il y a des femmes qui se sentent prêtes à aller voir un thérapeute dès la rupture.
Et c'est tout à fait normal. Chacune avance à son rythme. C'est déjà une sortie. Mais il est important vraiment de faire ce qui nous fait du bien. C'est hyper important. On a tendance à le négliger parce qu'on pense que on est au fond du trou, il n'y a rien de bon. Il y a toujours un petit quelque chose, ne serait-ce que la lecture, prendre son livre, aller s'asseoir sur un banc, il y a toujours quelque chose qui peut apporter un peu plus de gaieté, on va dire, dans nos journées. Et ces éléments-là, c'est important de s'y adonner et bout à bout, le quotidien devient déjà un peu meilleur. Même si on est malheureusement dans une situation qui n'est pas facile, eh bien, il faut faire ce qui nous fait du bien. Et je pense que c'est le message qu'on transmet à toutes les femmes en général, mais il faut le transmettre également aux mamans solo, aux mamans même qui sont en couple, à toutes les femmes du monde. Prenez soin de vous, c'est la base. C'est un rappel très important que je voulais faire parce que en prenant soin de vous, vous rechargez les batteries et surtout, vous allez également montrer l'exemple à vos enfants parce que cet aspect-là aussi, il faut en parler. C'est que si votre enfant vous voit essayer petit à petit de recoller les morceaux, lui aussi se sentira un peu mieux. Ça ne va pas tout régler en une journée, hein. Bien sûr que non. Et malheureusement, il y a des situations qui prennent beaucoup de temps. Mais autorisez-vous à pouvoir souffler un petit peu. Même si c'est 5 minutes dans la journée, il faut se l'autoriser. C'est hyper important. C'est vraiment ce sur quoi je voulais un petit peu insister. Merci beaucoup. Marquage, ton prie. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle disait sur le fait de tout ce qu'on peut ressentir, hein, que ce soit la colère, la tristesse et autres. Et du coup, je voulais parler du profil de bon, ici on parle de femmes qui ont vécu certains traumatismes ou certaines situations où elles n'ont pas pu vraiment s'exprimer. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent des situations où elles ne parviennent pas à trouver les mots, à se défendre. C'est vrai qu'il y a les avocats et tout ça, mais il y a toujours quelque chose qui reste à l'intérieur et qu'on n'a pas pu exprimer. Et pour ça, c'est très important de pouvoir trouver la bonne formule, le bon thérapeute avec qui on va vraiment se sentir bien. Cette personne qui va pouvoir comprendre les silences, qui va pouvoir comprendre la manière dont on fonctionne. Ça, c'est vraiment très, très important parce que parfois, tu es là, on te dit oui, mais on te parle de responsabilité, alors que il y a des moments où on a besoin d'aller chercher un peu plus au fond, en fait, un peu plus au fond de la personne pour pouvoir l'aider. Et il faut pouvoir le ressentir par rapport aux personnes qu'on va consulter, sentir que tiens, là, ça ne va pas, là, je ne me sens pas bien, je vais peut-être changer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne avec qui on peut s'ouvrir. C'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir s'adresser aux personnes qui sont vraiment personnalisées pour certaines situations. Et je voulais aussi parler de ces personnes introverties, hein, les mamans introverties qui vont peut-être pas aller voilà, voir tout le monde. Et j'ai envie de dire, il faut essayer de se demander qui je suis. Si on prend la relation, on met un peu la relation à côté, on enlève un peu ce côté maman, on se demande qui je suis en fait. En tant que femme, qui est-ce que je suis à la base? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Euh, Avant de devenir maman, avant d'être en relation, quelles étaient mes ambitions? Est-ce que j'ai envie de continuer? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je veux poursuivre? Et puis, par rapport à la casquette de maman, c'est de se dire, voilà, tourner la page et réécrire, bon, on peut dire écrire une nouvelle histoire ou écrire la suite de l'histoire. Essayer d'écrire une belle histoire, en fait, une belle fin ou une belle suite plutôt de l'histoire avec ses enfants, se dire que voilà, on va revivre une nouvelle aventure parce que moi j'ai toujours envie de dire que chaque maman, voilà, tu es une héroïne de ton histoire en fait, faut pas l'oublier. Les héroïnes ont toujours beaucoup de défis, hein. Les héroïnes elles font toujours
face à beaucoup de défis, même si c'est difficile, il y a la fatigue, il y a toute cette frustration qu'il faut gérer, mais vraiment en tirer des leçons, voir ce qu'on peut transmettre à ses enfants, surtout éviter de transmettre la peur, mais essayer de voir les points forts, tout ce qui est positif et qu'on peut transmettre à ses enfants pour pouvoir justement avancer et ne pas le vivre comme une fatalité, en fait, se dire, tiens, euh, c'est comme une nouvelle compétence qu'on a développée par rapport à une situation qu'on a vécue et pouvoir l'exploiter d'une manière positive pour aider ses enfants aussi à peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs vu qu'ils ont nos gènes. Parfois, c'est probable hein, qu'ils puissent refaire les mêmes erreurs, mais vraiment se servir de cette situation en fait pour voilà reprendre le cours de la vie, ne pas toujours se considérer comme les victimes, les pauvres enfants qui n'ont pas eu de chance, mais de se dire, tiens, ben, on va réécrire notre histoire et elle sera encore plus belle qu'avant, peu importe la configuration de la famille, la nouvelle configuration de la famille dans laquelle on se trouve. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Moi, je loue la sagesse de vos paroles, en fait, et de ce cheminement. J'aimerais dire à celles qui écoutent et celles qui sont après que ce dont on parle là, c'est des reconstructions de femmes qui avaient peut-être déjà fait des premiers pas, qui avaient déjà regardé un petit peu à l'intérieur d'elles. Et je pense que c'est quelque chose qui effectivement aide de pouvoir commencer ce chemin un peu seul aussi. J'ai tendance à dire qu'on est les 80%, c'est-à-dire que vous êtes les 80% et en fait finalement les praticiens ils arrivent, ils sont que les 20%, c'est pas la totalité de ce qui est en fait, c'est principalement vous qui faites ce travail-là qui est titanesque. Moi j'ai envie à chaque fois de vous louer parce que je sais que ça demande en énergie et et je vois chez les femmes que j'accompagne, ben voilà les résultats pour elles de transformation et de bien-être que ça leur apporte. Et je sais que ça peut être dur quand on dit juste 5 minutes pour lire, pour sortir, et que c'est pas évident parce qu'on se retrouve seul avec son enfant et que les 5 minutes, des fois on les a pas et qu'on pleure pour les avoir. Et que là, sachez bien que c'est pas quelque chose qu'on comprend pas et que voilà, on vous raconte tout un truc idyllique. Du coup, il faut savoir, il faudrait. Ce ne sont pas des injonctions pour que vous ayez, voilà, vous soyez obligé de le faire. Mais dans cette idée-là, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, 1% qui peut être votre béquille, voilà, la petite béquille qu'on retrouve au 19e, là, ça, on peut être ça, nous. Voilà. Mais vous avez quand même un bon bagage avec vous parce que vous êtes arrivé jusque-là. Vous y êtes déjà arrivé. Vous êtes déjà arrivé vers ce moment où vous avez dit on se sépare. Vous avez déjà pris cette forme, entre guillemets, de responsabilité aussi, et vous êtes déjà en train de mettre en place des choses qui vont vous amener à un mieux-être et à un bien-être, malgré toutes les difficultés que ça implique, les difficultés financières, la fatigue, des problèmes de santé, on n'en parle pas aussi, mais des problèmes de santé physique, hein, des femmes qui n'ont pas forcément accès aux soins, ou alors qui n'osent pas y aller parce que du coup elles ont des enfants en bas âge, et que du coup, bah, aller dans un endroit soigné avec des enfants en bas âge, trouver la temporalité pour garder son enfant, faire ça, garder son enfant par une nounou ou en crèche ou ailleurs, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément câblé. La société n'est pas forcément câblée à ce rythme-là. Mais il faut quand même comprendre le nombre croissant de familles monoparentales qu'il y a, et donc ce sont des difficultés qui ne sont pas à prendre à la légère, qui sont à accompagner. Et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux et nombreuses à être formés aussi pour pouvoir accompagner et les papas solo aussi, on ne vous oublie pas, mais this is our maternity. Donc, les mamans solo aussi, parce que parce qu'il y a du taf en fait. Et que voilà, je pense que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Donc, si on peut aussi être ensemble et essayer de d'œuvrer pour pouvoir accompagner, ben, allons-y en fait, parce que c'est pour s'occuper de l'humain et que je pense qu'il n'y a rien de plus beau aussi et qu'il n'y a pas de raison que les gens souffrent de cette manière-là et que vous soyez en train de culpabiliser, on est hors de question. Parce que réellement, et je le répéterai tout le temps, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable et notamment en cas de violence conjugale, vous n'êtes pas responsable. Jamais. Voilà.
Marca, tu voulais redire quelque chose? Ou tu as juste la main levée, tu as laissé la main levée sur le Zoom. Ah non, non, C'est je pense possible, que j'ai ça nous laissé arrive. la main levée. Bon, alors c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces témoignages, pour tous ces apports de ce soir. Vraiment, je pense que c'est une thématique sur laquelle on reviendra, la monoparentalité. Parce que, bah, en fait, comme tous les sujets, This is our maternity, ça amène à d'autres ramifications et compagnie. Et je pense que c'est très, très important de, voilà, quand il y a un sujet tel que celui-là, de pouvoir y revenir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire dans la chaîne YouTube sous cette vidéo ce que vous aimeriez aussi ajouter. Est-ce que vous aimeriez participer au prochain enregistrement? Et dans ce cas-là, bah, on partirait de votre propre questionnement, de votre propre cheminement pour pouvoir mener aussi le talk. Ça se construit avec vous, ça se construit aussi pour vous. N'hésitez pas à faire des commentaires. On les prendra avec plaisir. En tout cas, on sera à l'écoute, vraiment à l'écoute, pour pouvoir répondre directement ou à une nouvelle émission. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire, vous êtes des super mamans. Bravo. Merci Marca. Merci Morgane. J'ai envie de dire oui, merci de dire qu'aujourd'hui ça va mieux, qu'aujourd'hui tu as avancé, parce que je pense que voilà, il y a d'autres femmes qui vont pouvoir entendre ça et se dire que c'est possible d'avancer, que c'est possible d'arriver à quand est-ce qu'on arrive au bout, ça y est, le chemin est là et que tu avances. Merci Marca aussi d'avoir voilà, apporté ta pierre à l'édifice. Merci Annie, merci Elodie. C'est toujours un réel plaisir de co-animer cette émission avec vous. Et, on se retrouve tout bientôt pour un prochain This is Our Maternity. Merci beaucoup. Merci à vous, à très bientôt. À À bientôt. 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 Bientôt.